Retrouvez pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, acteur de théâtre, cinéma et de télévision. Jean-Pierre Castaldi vient nous voir pour la pièce de théâtre Les Grands-Ducs, adaptée du film culte de Patrice Lecomte par Annabelle Milot, mise en scène de Jean-Luc Moreau au théâtre de Passy. L'occasion, comme toujours, vous le savez, de découvrir notre invité en direct sur nos réseaux, radioj.fr et sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Bonjour Jean-Pierre Castaldi. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Non, merci de m'avoir invité surtout. C'est un bonheur de vous rencontrer en off déjà, je le tiens à le dire. Vous êtes arrivé avec l'envie d'échanger, de parler. Vous êtes venu me voir, je suis venue à vous. Et il y a cette bonhomie, ce côté très sympathique. On a envie d'échanger avec vous et on sent que ça vous fait plaisir d'échanger avec les autres et c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai fait ce métier parce que on fait ce métier de comédien pour transmettre. Et au cours de j'aime pas le mot carrière, disons au cours de mon parcours, où j'ai rencontré des grands comédiens, la chose qui m'a le plus frappé, c'est que dès le départ, on est débutant, on a le trac, on a peur, on a peur de tout. Hein. Et ils sont là, la première chose qu'ils font, ils vous mettent à l'aise, ils vous aident. Je me souviens que quand j'ai tourné, par exemple, un film américain avec Marcello Mastroianni, je suis arrivé sur le tournage, alors il m'a dit, Marcello aimerait bien te voir dans la caravane. Alors on a fait la spaghetti, comme il dit. Et je me suis rendu compte que pendant 2 heures, enfin 1h30 avant de tourner ensemble, la discussion nous avait permis d'être au top au moment où on allait démarrer la scène sur le tournage. Et j'avais découvert ça avec Gene Hackman, au début des grands comédiens, ils vous mettent à l'aise parce qu'ils savent qu'ils sont impressionnants quand même, ils savent qui ils sont. Et quand j'ai joué au théâtre avec Jean Poiret, c'est pareil, c'est de la transmission, je crois que je joue 3-4 fois par semaine. Sur les 3-4 jours où je joue par semaine au théâtre, je pense à lui au moins une fois. De ce qu'il m'avait dit, non, Jean-Pierre, tu sais, t'es au théâtre, t'es pas au cinéma. Là, il faut prendre la transmission, voilà. Échanger. Et comment alors vous définiriez, vous, Jean-Pierre Castaldi, si on pouvait dire 3 mots? Transmission, moi, je l'entends aujourd'hui. J'ai envie moi-même de l'intégrer à qui vous êtes. Si je peux me résumer, je suis une contradiction ambulante. Grand, pour ma génération, très grand, balèze, fort, mais ultra sensible, ultra vulnérable. Et par contre, j'aime la vie. J'ai vécu ma vie totalement. Épicurien, vous diriez? Oui, mais la vie dans son ensemble. Vous savez, quand vous avez grandi dans un pays étranger comme moi en Argentine, j'ai grandi en Algérie d'abord, chez ma grand-mère, et après je suis parti pour l'Amérique du Sud jusqu'à 12-13 ans. À 6 ans, je parlais 3 langues, le français, donc forcément l'espagnol, puisque c'était en Argentine, l'anglais, puisque c'était dans un collège anglais. Et vous ne pouvez pas, pour avoir des copains, il faut parler, il faut échanger. Et à part l'Argentine, en rentrant en France, j'ai changé de collège, tous les ans. Tous les ans, j'ai changé jusqu'au bac. Donc, à chaque fois, il fallait que je me refasse des copains, il fallait que je me refasse des amis. Donc, forcément, ça a dû marquer ma vie, inconsciemment. Il faut une capacité d'adaptation voilà. À chaque fois, avec des personnes différentes, des cultures différentes aussi, qui font que ça a dû vous aider dans votre métier aussi. Inconsciemment, sûrement. Parce que, qu'est-ce que c'est que le théâtre ou le cinéma? On fait un tournage, on s'aime on se prépare au tournage, on s'aime pendant le tournage, on se dit bonjour, au revoir, on va se revoir. Des fois, on se revoit jamais. Chaque histoire est une histoire indépendante, avec un début et une fin. Comme une histoire d'amour. Hein. Comme une histoire d'amour. Dans votre vie, il y a forcément alors plein d'histoires, des souvenirs impérissables. Vous avez écrit un livre, on va l'évoquer peut-être un petit peu plus tard, brièvement. Mais puisqu'on commence par le début dans cette émission, allons-y. Jean-Pierre Castaldi, vous êtes né un 1er octobre, vous êtes Balance, dans les années 40 à Grenoble, en Isère. Pourtant, je crois savoir que vous n'y avez pas vraiment vécu, puisqu'à vos 2 ans, vous êtes parti, vous avez voyagé, vos parents vous ont fait voir du pays, comme on dit. De vos 6 ans, notamment jusqu'à vos 13 ans, vous êtes en Amérique du Sud. Avant cela, vous nous l'avez confié, il y a l'Algérie. Votre grand-mère, je crois savoir, est oranaise, en tout cas. Elle était d'origine corse, mais a vécu à Oran. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu?
Alors, comme j'étais pensionnaire, hein, la première année, j'étais au lycée français. Et après, pendant les autres années, j'étais pensionnaire dans un collège anglais. Et on pourrait croire qu'être pensionnaire, c'était une punition. Ça n'a pas. La seule punition à l'époque, on n'avait pas de portable, on n'avait pas de photos, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas de téléphone. À Los Cocos, perdu là-bas, à Córdoba, il n'y avait pas de téléphone pour appeler les parents. Donc, quand on voyait ses parents qu'à Noël, enfin pour les vacances de Noël et à Pâques, c'était 3 mois sans maman, à 6 ans. Voilà. Mais j'en ai jamais voulu à ma mère. Elle m'a eu très jeune, elle m'a eu à 17 ans. Elle est morte très jeune, donc à 60 et quelques années, 61 ans d'ailleurs. Et quand elle est partie, j'ai réalisé que maman était très très jeune, parce que pour moi c'était maman, c'était la mère, enfin vous savez mieux que personne, la mère. Et j'ai dit heureusement qu'elle a profité de sa vie. Et j'en ai jamais voulu à mes parents d'avoir été interne. Jamais. En tous les cas, si ça m'a traumatisé, je ne le sais pas. Parfois, il y a ce déni ou les choses qu'on n'a pas envie de voir, où finalement, on a été heureux et puis on s'en est rendu compte peut-être ou pas plus tard. En tout cas, ça ne vous a pas marqué, Jean-Pierre Castaldi. Vos parents se séparent, ils restent ensemble. Quelle est cette... Ah non, de 17 ans à sa mort, ils se sont aimés, alors à leur façon sûrement, mais c'est un vrai couple avec ses hauts et ses bas, une mère un peu compliquée quand même. Mon père, major de promotion, grand commercial, impressionnant, presque 1m90, enfin 87. Le drame de mon père, c'est qu'il ne porte pas le nom de son vrai père, Monsieur Zagamé, son vrai père, pour des histoires trop compliquées à expliquer à la radio. Mais par contre, ça, je sais que ça a été un traumatisme pour lui, total, parce qu'il a perdu son père était assez âgé, il l'a perdu à 19-20 ans, et je sais que pour lui, de ne pas porter le nom de son père, ça a été un drame dans sa vie. Ça, je le sais. Est-ce que vous connaissez vos vraies origines, du coup, Jean-Pierre Castaldi ? Alors, Benjamin a fait ça avec les nouvelles technologies. Le MyHeritage, etc. Moi, j'ai pas osé le faire. Sauf que je pense que mon grand-père, donc Zagamé, était d'origine grecque, juive grecque, mais pour des raisons que je ne peux pas connaître. Parce que vous savez, moi, j'ai découvert tout ça quand tous sont morts, puisque j'ai hérité des papiers qui justifient qu'on est français en Algérie et tout ça. Waouh. Et donc j'ai tout un dossier où ma grand-mère était née sous X, donc probablement sa mère était enceinte en Corse, mais il y avait, enfin bon bref, il ne faut pas remuer tout ça. Oui, voilà, vous n'avez pas envie d'aller chercher tout ça. Non. Vous avez conscience qu'il y a une histoire compliquée, vous la portez, mais ça vous plaît comme ça. C'est bien. Et ça s'entend très bien. Alors, à la différence de beaucoup d'acteurs que j'ai reçus, qui ont été certains piqués par le métier d'acteur pour des raisons quelconques, vous, c'est pour apprendre à vous tenir que vous avez démarré la formation d'acteur. Vous savez, quand vous vivez en Argentine, élevé dans un collège anglais où vous montez à cheval, vous rencontrez des gauchos, tout ça, on roule un peu c'est un peu comme dans un western, quoi, on roule un peu des mécaniques. Donc, quand j'ai eu mes équivalences pour faire de l'import-export, ce à quoi parce que j'avais la chance. Bah oui, parce que j'avais la chance de connaître la géographie, l'histoire de l'Argentine. Donc et la langue. Et la langue parfaitement, parce que je hablo muy bien. Muy bien. Nunca olvidado, nunca. J'ai jamais oublié. Et donc, je suis repéré par un chasseur de tête, on dirait aujourd'hui. Je tourne un briefing, il me dit, vous êtes l'année prochaine, je vous serai engagé, mais avant, j'aimerais que vous appreniez à vous tenir et à vous exprimer. C'est comme ça que je m'inscris dans un cours de théâtre. Et là, je ne le sais pas, mais ma vie va basculer. Mais elle va basculer en 2-3 étapes. Jusqu'à ce que l'année d'après, j'allais tout abandonner, reprendre mes études et dire, bon, ça y est, je pars à faire de l'import-export. J'ai un copain qui nous a quittés il y a très longtemps maintenant, qui me dit, il y a un cours qui va s'ouvrir, ça va te correspondre. Et j'ai rencontré Jean-Laurent Cochet, qui a été un des grands professeurs du XXe siècle, où il a formé Depardieu, Père, enfin, Lucchini, tout ça, c'est tous des élèves de Jean-Laurent Cochet. Et donc, c'est ma rencontre avec Jean-Laurent Cochet qui détermine la suite. Qui est une révélation, parce qu'il y a eu René Simon. Ouais, alors René Simon, c'est lui qui m'a dit, en arrivant, t'as une gueule de cinéma. Là, j'ai dit, ce mec, c'est un fou, c'est des fous dans ce métier. Bon, bref. Et quand j'étais admissible au conservatoire, que j'aurais pu être auditeur, il m'a empêché de rentrer à la Rue Blanche en me disant, tu es fait pour faire du cinéma. Et il m'a présenté mon futur agent, qui nous a quittés malheureusement, et un autre agent qui était la grande casting de l'époque,
qui a formé le casting d'aujourd'hui. Merde, je connais que lui, bon, ça va revenir. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Besnéard, je sais Besnéard, pas. voilà, Besnéard. Okay. Donc c'est elle qui a formé Besnéard. Et c'est grâce à elle que j'ai fait du cinéma au début. J'ai commencé tout de suite à tourner. Mais aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais à l'époque, tourner 3 jours, même avec une phrase dont je me souviens encore, t'es pas fâché béni, dans un film de Jean-Paul Belmondo avec Johanna Shimkus, c'était énorme. Aujourd'hui, on prend des premiers rôles tout de suite, mais à l'époque, jouer 1 jour, 2 jours, 3, j'avais 3 jours de tournage pour une phrase. Et Belmondo dit à Johanna Shimkus, mais qu'est-ce que tu fous avec cette bande de minés? C'est pour vous dire l'emploi que j'avais il y a 50 et quelques années. Mais voilà, mais c'était énorme. Et j'ai enchaîné avec Alain Cavalier dans un film avec Catherine Deneuve. Premier signe du destin, j'aurais dû m'en méfier. Je dis une phrase, mais ça a fait rire toute la salle. Donc premier effet comique. Et j'ai enchaîné comme ça très très vite. Très très vite. Et quand Catherine... qui est devenue donc ma première compagne, la mère de Benjamin surtout, à la naissance de Benjamin, j'ai décroché mon premier rôle à la télévision. Donc très vite, l'image a pris le dessus sur le théâtre, tout de suite. J'ai juste eu le temps de jouer une pièce de théâtre que j'ai créée à Aix-en-Provence, mise en scène par Georges Descrières. Et après, ça n'est qu'avec mon ami Jacques Weber, quelques années plus tard, que j'ai repris le théâtre. C'est ça, vous allez jongler. Alors on entend d'abord qu'il y a le cinéma, le théâtre quand même, avec une pièce, je crois, de Jean Racine, Bérénice. Vous avez 21 ans. Ça, c'est une erreur de C'était Wikipédia. Ça, c'est une erreur de Wikipédia. Pendant mes études chez Jean-Laurent Cochet, grâce à Jean-Laurent Cochet et à il y a d'abord Hélène Perdrière et nos professeurs de l'époque, j'étais élève stagiaire pendant 6 mois à la Comédie Française pour faire de la figuration, enfin des petits rôles, de la figuration, et j'ai participé grâce à Jean-Laurent Cochet à des matinées classiques. Donc où vous apprenez beaucoup. Mais j'ai pas... Bon, ma première scène avec un dialogue de petits rôles, c'était au Théâtre de la Madeleine avec un comédien un grand du cinéma dont j'ai oublié le nom. Alors vous allez décrocher des rôles dans les années 70 au cinéma. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un rôle avec Gene Hackman, French Connection 2. Il y a La merveilleuse visite avec de Marcel Carné, en passant par L'affaire Dominici, La Boum, Les uns et les autres. Énormément de films, bien sûr, mais nous avons parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a des films très marquants de votre carrière, notamment de Claude Zidi, et aussi des succès plus populaires comme Astérix et Obélix, Astérix aux Jeux Olympiques, où vous campez un rôle, celui de Caius Bonus, qui vous colle c'est peut-être. C'est pas aux Jeux Olympiques, hein, c'est contre César. César. L'autre, je fais une participation à la demande du producteur. On vous y trouve tout de même, Jean-Pierre Castaldi. Est-ce que ce rôle-là, il est marquant dans votre carrière? Pour beaucoup, oui. Alors, est-ce que pour vous, oui? Oui, parce que c'est... Vous savez, pour passer à un certain niveau, il faut avoir le rôle qui marque. Voilà. Alors, il y a des rencontres. Il y a des rencontres. Alors, ma rencontre, elle commence avec Didier Caminca, qui nous a quittés il y a 2-3 mois, qui était le dialoguiste scénariste de Zidi. Il y a ma rencontre avec Claude Zidi, parce que ça ne s'est pas fait en un jour, ma rencontre avec Zidi. Et tout d'un coup, il y a une rencontre avec un metteur en scène avec lequel il a un regard sur vous. Il y a eu Zidi, il y a eu Claude Sauté, mais Zidi, ça a vraiment été... Quand il me donne Ripou contre Ripou, il me donne un vrai rôle. Après, j'avais côtoyé pendant 7-8 ans avant qu'il me propose un premier rôle comme ça. Donc, vous voyez, il me connaissait bien. Et puis... c'est un cadeau exceptionnel de me donner Caius Bonus. Moi, je dis ça y est, j'ai le rôle. Est-ce que pour vous, c'est le rôle qui résume le mieux votre carrière? Oui. Pourquoi? Parce que c'est toutes les contradictions d'un comédien. Lesquelles? Tout d'un coup, c'est en se moquant de moi que je réussis. Alors ça, c'est une grande question, parce que j'allais vous dire, vous passez de rôle de grand méchant à la comédie. Est-ce que finalement, c'est là que vous vous trouvez le mieux en qui vous êtes aussi? Alors, je vais vous sortir une grande phrase que je dois à Simone Signoret. Un jour, elle m'a dit, Jean-Pierre, le plus beau des rôles, c'est pas celui que vous rêvez de jouer, c'est celui qu'on rêve de vous voir jouer. Je crois que Zidi, quand il a fait son storyboard d'Astérix contre César, il a fait un storyboard avec le personnage tel que lui l'imaginait. Et quand j'ai fait mon essayage de costume pour Astérix,
je me suis regardé dans le miroir, j'ai fait une chose que j'avais jamais osé faire de ma vie. J'ai dit, ça ne va pas. C'est pas ça que Claude veut voir. Et j'ai dit à la maquilleuse, à la costumière, et à Maratier, qui est un grand costumier, qui m'avait fait ma cuirasse, je lui dis, ça va pas. Il me dit, mais qu'est-ce qui va pas, Jean-Pierre? Je lui dis, tu me connais depuis 20-30 ans, je suis pas comme ça. Si je te dis que ça va pas, il me dit, tu veux quoi? Et je lui montre le storyboard. Je dis, je veux ça. Et un an plus tard, j'ai appris, on était en vacances chez Claude Zidi, il a dit à sa femme, quand j'ai fait téléphoner à la production que je refusais de présenter le costume, il m'a dit, ça y est, Casta a compris, il a pris le pouvoir. Waouh. Mais tout ça s'est fait, c'est pas moi qui l'ai fait. Et après, j'aurais pu confirmer, malheureusement, alors là, c'est quand ça veut pas dans ce métier. Perry, le producteur, m'a proposé de reprendre un rôle, parce que Depardieu avait maigri, de faire Santonio. Je devais faire Santonio avec lui. Malheureusement, je n'ai pas fait le film, parce que là, j'aurais pu confirmer. Parce qu'après un succès, il faut confirmer. Le plus dur, c'est le deuxième. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que quand on a connu le rôle, après, c'est compliqué? Oui, d'autant que c'est pas le rôle principal, c'est le second rôle. Donc, mais vous vous affirmez comme un grand second rôle, comme l'a été Marielle, comme l'a été Rochefort avant de devenir des grandes vedettes. C'est la marche indispensable, parce que vous êtes capable de tenir sur 40 minutes, sur 35-40 minutes, vous tenez l'image avec à 2, à 3, quoi, à 2, ça. Oui, mais moi, à ce moment-là, je pense que ça va se faire tout seul. Grande erreur. Oui, ça va se faire tout seul, mais à la fois, c'est pas une grande erreur parce que beaucoup m'ont confié que on vous imagine dans un rôle, on vient vous chercher pour un rôle. Et c'est aussi ça, ce métier, c'est se laisser cueillir, venir... sinon, il faut être réalisateur ou producteur. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on rêve de voir jouer. D'ailleurs, même quand Claude Sauté m'a engagé dans Quelques jours avec moi, qui est un film choral, quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, pourquoi il me propose ça à moi? Je me voyais pas comme ça. Et alors, dans quoi vous verriez aujourd'hui, Jean-Pierre Castaldi? Est-ce qu'il y a encore un rôle quand même qui vous ferait rêver, malgré tout? C'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Non, j'aurais rêvé de jouer Alceste, j'aurais joué Quasimodo, j'aurais rêvé de jouer Quasimodo, ça c'est vrai. Voilà, mais bon, maintenant, je veux dire, tout ce qui est... Je crois que vous êtes venu me voir jouer dimanche au théâtre. Tout à fait. Je ne me serais jamais imaginé dans ce rôle. Alors on va y venir, puisqu'on parle de théâtre. On vous retrouve en ce moment dans la comédie Les Grands-Ducs de Patrice Lecomte, mise en scène Jean-Luc Moreau, Théâtre de Passy, et dans une adaptation du film culte réécrit par Annabelle Milot. Auparavant, c'était un film joué par des monstres du cinéma. Jean-Pierre Marielle, Philippe Noiret, Jean Rochefort, avec le regretté Michel Blanc et Catherine Jacob. On va quand même écouter une bande-annonce du film. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? On vous le fait pour la moitié, voilà. La moitié de quoi? Moitié prix. Non, ça va pas, tant pis, dommage. Qu'est-ce qui va pas? Mais vous êtes deux, il en faut trois. Combien? Faramineuse des conditions. Je veux savoir combien! Alors, prêt pour la parade? Pas de trac, pas de petits bobos? Déconnu, chérie, rien de grave. Ah, vous faites pas chier, hein? Pas de moment! Je vous crèverai tous les acteurs. Je vous hais, je vous fourmis. Paria, voleur, pompe à fric, champion Je souris. Pourquoi? Dites à ces trois glands qui ne font plus partie de la distribution. Et trouvez-moi des professionnels de la soirée. Et oui, Jean-Pierre Castaldi, on vous retrouve depuis le 16 janvier aux côtés de Georges Belair, Jean-Christophe Barre, Éric Leroc, j'espère que je prononce bien les noms de famille, oui, Loïs de oui. Jadot, Christian Diaz, avec qui vous jonglez pour un moment de scène décapant où j'ai envie de dire que le ridicule ne tue pas mais rend plus fort dès que vous haussez la voix, Jean-Pierre Castaldi. Vous rugissez même, si je puis me permettre. Oui, c'est le rôle qui demande ça. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai refusé de revoir le film parce que j'adore et j'admire Marielle, avec qui j'ai tourné, et qui en plus était un ami dans la vie. Donc j'ai oublié Marielle, jouer, c'est moi qui joue. Il rugit parce que il se fait embobiner par ses deux copains et il joue un rôle qu'il déteste.
Alors, pour Mais l'histoire, faut pas le dire. on va la préciser. On dit rien. Ah, là, ça va être compliqué. George Cox, c'est vous qui campez ce rôle. Victor Viala et Eddie Carpentier. Donc, ce sont 3 comédiens sur le retour qui réussissent à se faire engager par un producteur véreux au bord de la faillite dans une pièce de boulevard médiocre qui s'intitule Scooby-Doo, avec dans le rôle titre cette Carla Milo, une diva excentrique, pour pas dire autre chose. Victor, lui, joue le notaire, l'autre le docteur. Et pour votre rôle, alors dites-nous un petit peu, parce que je peux pas tout dire. Non, on dit rien parce que c'est la surprise de la pièce. Si vous dites la chute, disons que c'est pas forcément dans ce rôle-là qu'on m'attend. C'est vrai. Voilà. Alors, vous n'êtes pas... un choc quand j'arrive. C'est un choc quand vous arrivez. C'est un tsunami même. C'est un tsunami, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous n'êtes pas prévenu de ce rôle, j'ai la sensation, hein, quand on vous le propose. Parce que lui, il est venu pour l'argent. Finalement, l'argent, il n'y en a pas. Il râle tout le temps parce qu'il n'y a pas d'argent. Et tout d'un coup, il découvre ce qu'il va avoir à jouer dans la pièce. Et là, il devient fou. Et alors, vous n'êtes pas prévenu du rôle, on ne dira rien, mais pas non plus du cachet. Dans ce rôle, vous êtes obsédé par l'argent, vous n'avez qu'un seul mot à la bouche, on l'a entendu dans ce petit teasing qui était... Combien ? Je veux savoir combien. Lorsqu'on vous annonce le montant du cachet, vous estimez que c'est une honte, une escroquerie, moins bien payée qu'une figuration au Puy du Fou. Oui. Jamais je ne céderai devant la stupidité, en tout cas pas à ce prix-là. C'est ce que vous dites, Jean-Pierre Castaldi. De votre voix grave, vous hurlez ces mots, bande d'amateurs, vous êtes des amateurs, j'ai l'impression de m'être fait enfler par 2 morpions. Et une fois le cachet négocié, vous sortez cette phrase, à ce prix-là, un grand comédien doit tout pouvoir jouer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais pas pour l'argent. Ah, pourquoi ? Alors, si c'est pas pour l'argent. Parce que si t'as pas rêvé d'avoir une bosse ou un faux nez, faut pas faire ce métier. Tu vois, c'est énorme. Moi, j'ai vu Jacques Weber dans Cyrano de Bergerac, j'ai vu jouer Cyrano de Bergerac, bon alors Depardieu au cinéma, c'était formidable, mais Depardieu, il jouait pas dans un théâtre, il jouait sur un micro, c'était, faut pas dire que c'est plus facile, hein, mais je veux dire, c'est dire les vers sans porter la voix sur un théâtre de 1200 places. Jacques Weber était formidable. Bon, bref, voilà, si vous aimez pas vous déguiser, il faut pas faire de théâtre. Faut pas faire de scène, faut pas être acteur. Jean-Pierre Castaldi, j'ai envie qu'on évoque encore longtemps cette pièce. On va y venir dans un instant. Vous restez avec nous. On continue cette émission avec vous pour la pièce Les Grands-Ducs, mise en scène de Jean-Luc Moreau au théâtre de Passy. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec une autre chronique théâtre sur vous d'Hélène Kuttner, le billet du jour d'Anouchka Monceau et le portrait de notre invité dans les yeux de Judith Cohen-Solal. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio J. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous avec les Rafales père et fils sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. En déplacement aux États-Unis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit rencontrer le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche à 23h heure israélienne. L'homme fort de l'État hébreu est le premier dirigeant à être reçu par le chef d'État américain depuis son investiture. Les négociations pour la phase 2 de la trêve dans la bande de Gaza reprennent cet après-midi, annonce le Hamas qui s'entretient en ce moment avec les médiateurs. Israël de son côté va envoyer une équipe à Doha au Qatar dans les prochains jours. La Turquie a accueilli sur son sol 15 prisonniers palestiniens récemment libérés dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Annonce faite par le chef de la diplomatie turque cet après-midi. Sur le terrain, 2 soldats israéliens ont été tués par un terroriste embusqué dans le nord de la Judée-Samarie ce matin. Ils se trouvaient dans un poste militaire. Une attaque intervenue alors que Tsahal mène depuis plusieurs jours une vaste opération anti-terroriste. Et puis en France, l'homme touché par
par les tirs de la sûreté ferroviaire hier à la gare d'Austerlitz à Paris est mort, annonce le parquet de Paris. L'homme avait été repéré par des agents de la RATP et par un témoin, rapportant qu'il venait de graver des croix gammées avant de sortir une arme factice. Enfin, Emmanuel Macron se félicite des discussions entre le gouvernement et le Parlement pour faire aboutir les débats autour du budget 2025. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président en marge d'un déplacement à Villejuif cet après-midi. Des propos tenus au lendemain du double recours par le Premier ministre François Bayrou à l'article 49.3 pour faire adopter les textes budgétaires sans vote. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission avec Jean-Pierre Castaldi et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Chers parents, anciens élèves et amis de l'Alliance des pavillons sous bois, l'école a un projet ambitieux. S'agrandir de plus de 2000 m² d'ici 2027. Un nouveau bâtiment pour les maternelles, un gymnase couvert, un espace dédié aux arts et à la musique. Pour réussir, nous avons besoin de vous. Rejoignez-nous pour un gala exceptionnel, le dimanche 9 février 2025, dès 19h30. Des vidéos émotions, des invités surprises, une tombola et bien plus encore. Réservez vos places et faites un don dès maintenant sur nos réseaux sociaux. Retrouvez l'événement sur Facebook, Alliance Israélite Universelle, et le lien dans la bio du compte Instagram Alliance AEU. Construisons l'avenir ensemble. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Jean-Pierre Castaldi, pour la pièce de théâtre Les Grands-Ducs, adaptée du film culte de Patrice Lecomte par Annabelle Milot, mise en scène par Jean-Luc Moreau au théâtre de Passy. On le disait il y a quelques secondes, vous nous parliez bien sûr de votre passion pour ce métier, dont vous parlez avec passion. C'est le mot, c'est le cas de le dire vraiment, Jean-Pierre Castaldi. Il ne faut pas le faire. Comment ? Il ne faut pas le faire, c'est tellement difficile de faire un parcours d'acteur. Ah, vous décommandez de faire ce métier ? À tous les jeunes, j'ai cherché un autre métier. C'est vrai ? C'est que des déceptions. Ça va jamais comme tu veux. Ça va jamais comme tu veux. Déjà attendre qu'on t'appelle, c'est déjà énorme. Après, t'appelles ton agent qui te dit mais c'est pas toi qu'on a choisi. Tu passes des castings. Enfin, moi, j'en ai pas passé beaucoup, mais je sais ce que vit un comédien aujourd'hui. J'ai 2 fils. Je leur ai dit tout ce que tu veux, mais pas acteur. Dans cette pièce, les 3 comédiens résistent avec panache pour défendre leur petit rôle. Ils ne laissent rien passer, ce qui pourrait bien être la dernière chance de leur vie. Il y a cette phrase forte quand on vient vous voir qui m'a frappée. Ce métier, ça ne se quitte pas. Il faut se cramponner comme des ventouses. C'est Georges Belair qui me dit ça parce que je veux descendre de la voiture et rentrer à Paris. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis le doigt à l'engrenage, on a de telles émotions lorsqu'on a la chance de l'exercer, comme j'ai eu la chance de l'exercer à côté de Jean Poiret, de Jacques Weber, de jouer des grands rôles au théâtre. Vous insistez sur cela, Jean-Pierre Castaldi. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'acteurs comme avant ? Ça, il faut jamais dire ces choses-là. Il y a une évolution des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait une exigence pour accéder à des rôles au cinéma, même 2, 3, 4, 5 jours, 10 jours de tournage. On avait des monstres sacrés, on avait des gabins, on avait des gens comme ça. Fallait pas être bricolo, il fallait pas regarder ses marques pour à côté de la caméra. On mesurait, aujourd'hui on a l'électronique, on peut recommencer autant de fois qu'on veut. À l'époque, la pellicule, c'était un des budgets les plus lourds du film. La pellicule, c'était très cher. Et le tirage de trucs était très cher. Au début d'un film, on disait à un metteur en scène, t'as tant de mètres de pellicule. Les filles, elles chronométraient et elles récupéraient les restes pour... Bon. Donc, les Américains disent, on fait pas rentrer un mec dans le champ s'il sert à rien. Parce qu'on va le couper au montage, donc c'est de l'argent perdu. Wow. Non, mais c'est ça aussi, c'était ça le cinéma. Donc, aujourd'hui, vous faites de la vidéo, vous pouvez avoir 3, 4 caméras qui filment en même temps, vous pouvez effacer tout et recommencer. Donc c'est plus la même chose si la fille se trompe dans le texte ou si c'est pas juste. Mais à l'époque, quand on disait elle est bonne, il fallait qu'elle soit bonne pour dire on la tire.
Donc quand vous venez de jouer une scène avec Alain Delon ou avec Jean Gabin et que t'entendais « elle est bonne, on la tire », On savait pas de quoi on parlait, non? oui, voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon, alors, je vais te raconter une anecdote. Quand je fais French Connection 2, j'ai 30 ans, je suis dans un film américain payé royalement avec Gene Hackman, 3 Oscars. Je suis engagé parce que je parle anglais, mais je n'ai pas de réplique en anglais avec lui. Ok. Mais je joue avec lui. Je suis payé pendant 3 semaines avant le film pour la préparation du film. Et puis, je fais les dialogues autour de la table avec les Américains. Puis, le deuxième jour, je dis à Frankenheimer, le metteur en scène, « Mais pourquoi vous me faites répéter? J'ai pas de dialogue. » Il me répond, « Jean-Pierre, tu joues avec Gene Hackman, t'es dans le high line de la star, donc tu es une star. » Waouh. Parce que quand Hackman joue, s'il prend un appui, il va prendre appui sur qui? Sur ses partenaires. Donc toi, puisque je suis avec Fresson. Donc tu dois être hyper concentré pour que s'il a besoin de toi, tu sois là. Et je vous raconte une anecdote sur la fin du film. À l'époque, c'était l'avenue qui montait Porte d'Aix. C'était une avenue encombrée qui montait au quartier, les quartiers pauvres de Marseille. Dangereux et tout. Et il me dit... alors, avec des caméras cachées, mis en place la veille et tout, j'avais le parcours, j'avais tout. Il me dit, donc, quand tu arrives là, tu descends de la voiture, tu arrêtes la circulation, tu fais passer les voitures. Je regarde Frankenheimer, John, fait, you're a cop, just do it. T'es un flic, fais-le. Eh bien, c'est extraordinaire, parce que c'est une leçon. Si t'es vraiment en forme, si t'es vraiment dans ton rôle, si t'es vraiment un flic, tu descends avec ton brassard et t'arrêtes les bagnoles, et elles s'arrêtent. Et ça nous permet aussi de comprendre quelque chose, Jean-Pierre Castaldi, dans la manière dont vous nous parlez de ce métier, c'est que les seconds rôles, les rôles d'après, les rôles de figurants ont aussi leur importance pour mettre en lumière l'acteur principal. Et c'est aussi une partie du succès de l'acteur principal. Mais évidemment, vous procédez... c'est une boucle. J'ai pas toutes les anecdotes que je vais dire off, mais que ça soit avec Marcello Mastroianni, et là je parle de monstres sacrés, je vous parle même pas des autres, mais j'ai vu la même chose moi en tant que petite vedette aujourd'hui, avec mes partenaires de théâtre. Je veux dire, il faut que je les mette à l'aise, parce que moi, j'ai... Anthony, mon dernier metteur en scène, et quand j'étais le voir, il m'a dit, je veux plus que tu viennes me voir, tu me fous le trac. Je dis, attends, on a joué ensemble, tu m'as mis en scène. Et mais j'entends ce qu'il me dit, voilà. Mais je lui dis, mais c'est pas grave, moi. Mais j'entends ce qu'il se dit. Là, j'ai joué une pièce, par exemple. Des déceptions. Je joue un spectacle avec Anémone magnifique. Quelle famille, on joue 180 fois. On fait 3 tournées, Paris. On fait une captation. Et le producteur, le metteur en scène, me dit, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il... Je dis, je voudrais jouer l'affrontement, la transmission, une pièce à 2... magnifique pièce sur un curé, enfin un prêtre et un séminariste. Il me dit, je te la produis à Bordeaux. On fait presque pas de pub, il est sûr. J'avais fait blinder les 2 saisons. Je joue le rôle que je rêvais de jouer, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, j'étais en plus un vieux prêtre un peu alcoolo qui a vécu, enfin il y avait tout, et un jeune partenaire, Baptiste Gontier, qui est exceptionnel, qui vient de jouer avec Michel Faux, là, qui est un remarquable comédien de 22-23 ans, mais à l'école ancienne, formé à l'école dure, qui est le lauréat du cours Florent de la Combois. On joue ça, c'est un demi-bide. Un demi-succès. Alors c'est un succès d'estime, j'ai eu des très bons papiers, mais j'ai pas fait salle complète, et j'ai pratiquement pas fait de tournée. Alors que quand je joue à Boulevard, je ne vais pas retourner, je fais 40, 50, 60 villes. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est ça aussi ce métier. Quand je vous dis, le plus beau des rôles, c'est pas celui que vous rêvez de voir, mais celui qu'on rêve celui de dont voir, on rêve de voir jouer. Ouais. On apprend énormément avec vous aujourd'hui sur le métier d'acteur, Jean-Pierre Castaldi, mais sur scène aussi finalement, parce qu'il y a des phrases. Un metteur en scène, c'est aussi là pour prendre des coups, une épaule contre laquelle on peut se poser. On découvre davantage... la manière de jouer. Sur le jeu d'acteur, il y a votre confrère sur scène, alias Eddie Carpentier, qui dit dans le rôle du docteur dans Scooby-Doo, ça se joue à l'improviste, ces trucs-là. On interprète dans les grandes lignes, on transcende l'espace, et dans les veines, dans les tripes. Vous trouverez quelqu'un pour réciter « Moi, je joue », le texte, c'est bon pour les culs de plomb. Quel genre d'acteur vous estimez être? Celui qui écoute, qui est très sensible au texte, ou celui qui parfois aime ces espaces vides pour créer? Vaste débat.
tu ne peux, si tu joues un Molière ou si tu joues un Feydeau, la mécanique est implacable. Un Feydeau, ça se joue au cordeau. Et à chaque rythme, si tu n'es pas dans le rythme de l'écriture, tu ne fais pas rire. J'ai joué un Feydeau, monsieur, un premier rôle, c'est implacable. C'est écrit, tu sors, t'es épuisé, mais il te fait sortir au moment où il sait que l'acteur peut pas aller plus loin. T'as le temps de et tu repars à la chasse. Donc l'improvisation, c'est quoi l'improvisation ? L'improvisation, c'est ce que faisait Jean Poiret quand je jouais Rumeur avec lui. Mais quand t'as une machine de guerre comme Jean Poiret, il y a une telle maîtrise que des années de cabaret, ils ont fait des cabarets avant d'être connus, enfin tout ça. Moi, je pense que la seule chose qu'il y a, c'est que jouer la comédie n'est pas dire un texte. Jouer la comédie, c'est dans la transmission, c'est-à-dire dans la pensée, sensation et action. Parle quand tu ne peux plus faire autrement que de le dire. Au cinéma, il y a des répliques, tu peux les enlever, un regard suffit. Au théâtre, quelquefois aussi. Disons qu'au théâtre, un silence vaut quelquefois des mots. Est-ce qu'un acteur de théâtre, c'est un acteur sous les caméras ? Mais et moi, inversement. avec Gene Hackman, il m'a donné... vous savez, j'ai passé 23 semaines avec lui. J'ai fait de l'acteur studio quasiment. Il m'a dit des choses que j'ai vérifiées par la suite quand j'ai joué Les Hommes de Rose, un feuilleton où j'avais 100 jours de tournage. J'ai annoté mon scénario. Et après, j'ai vu le résultat. J'ai vu les scènes où je suis là, où je suis pas là. Enfin, je vois pourquoi vous avez des scènes d'amour avec une actrice que vous aimez pas, qui vous plaît pas dans la vie, puis il y en a une qui vous plaît dans la vie avec qui... Les scènes d'amour avec celle qui me plaît dans la vie au cinéma, elles sont mauvaises, et celles qui me déplaît dans la vie, elles sont très bonnes au cinéma. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes acteur, vous jouez. Alors qu'avec l'autre, comme c'est ça, vous faites ce que vous avez l'habitude de faire avec elle, ça n'a aucun intérêt. C'est des petits détails comme ça. Alors après, évidemment, au cinéma, il y a les grandes rencontres. Alors, en journant avec une partenaire, on peut tomber amoureux d'elle, etc. Là, je vous parle pas de ça, je vous parle de l'interprétation. Jean-Pierre Castaldi, j'ai envie de parler très longtemps avec vous, mais je vois l'heure tourner et ça me frustre. En tout cas, pour résumer cette pièce, elle promet des moments rocambolesques avec un comique de répétition. Il faut le dire, une Carla avec l'insulte légère, elle qui est une star comparée à ses acteurs dits de pacotille, telle qu'Eddie, la vedette de Supérette, qui finira par la mettre dans son lit, tandis que vous vous faites draguer par le metteur en scène aux faux airs de Daniel Prévost parce qu'ils se sont seuls. C'est mon, il est formidable, mon sentiment. Bien sûr, mais il est formidable. Tous, vous êtes formidables. L'un court le cachet, le second vit mal sa retraite, le troisième une réputation telle que plus personne ne veut l'engager. Et il y a un producteur, je le disais, véreux, criblé de dettes, qui va ainsi tout faire pour les faire échouer. J'ai envie de dire que c'est un mélange sacré entre les producteurs d'Alexis Michalik et les pigeons de Michel Leb. Je ne sais pas si je peux me permettre ou pas cette... Michalik, c'est une super référence quand même. Ah oui, mais la référence avec l'assurance qui vient derrière, c'est un peu la clôture, parce que le but de ce producteur, pour le coup, c'est de toucher l'argent des assurances. C'est un peu ce qui se passe dans les producteurs. Donc c'est un savant mélange, dirons-nous, de tout cela. Pour terminer, une dernière question qui va résonner en vous plus qu'à nos auditeurs, mais on verra ce que vous nous en direz. Le théâtre, c'est la quête dans tous les sens du terme? Parce que je fais la quête dans la pièce, c'est ça? Tu sais, peut-être que... je vous ai tutoyé, excusez-moi. Ah, mais allez-y. Vous savez, la quête, je crois que la quête, finalement, je vous ai dit, j'ai fait ça par hasard. Finalement, j'ai passé mon temps, à travers le théâtre, à travers mes rôles, à savoir qui j'étais moi. Donc, il y a les femmes, 2-3 femmes de ma vie, parce que les femmes sont déterminantes dans la vie d'un homme. Le drame d'aujourd'hui, c'est que comme ils ne respectent pas la mère, le ventre, la mère, donc on ne veut pas respecter les femmes s'ils aimaient leur mère réellement. Il y a des choses qu'ils ne feraient pas aux femmes. Donc ça, c'est un truc qu'on nous a inculqué, nous. Ne lève pas la main sur une femme, ça se touche avec des fleurs. Quoi qu'il arrive, tu la fermes, ça va pas, tu t'en vas. Donc le respect de la femme, et donc tu te réalises à travers les 2-3 femmes qui vont te marquer, parce que c'est dans le regard d'une femme, après celui de ta mère, évidemment, qui trouve toujours le plus beau, le plus grand, le plus fort, mais c'est pas forcément vrai. Elle est un peu aveugle, maman, et les autres, elles sont un peu moins aveugles. Elles sont capables de dire, là, ça va pas.
Là, ce que tu fais, c'est pas bien, voilà. Un jour, il y a, je dirais pas qui, une personne qui m'est très chère, avec qui j'ai passé de merveilleux moments. Elle m'a dit un jour, t'es chiant, là, dans ce film, t'es emmerdant, dans la vie, t'es drôle, t'es ci, t'es là-haut, et dans le film, tu m'emmerdes. Là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. Et je suis passé du drame à la comédie. Et c'est quand je me moque de moi et que je me prends pas au sérieux et que je me tourne en ridicule et que j'ai l'humilité de ce métier que ça me réussit. On vous a entendu, Jean-Pierre Castaldi. Tout de suite, on vous emmène encore au théâtre. Au théâtre. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Pierre Castaldi. Vous pouvez remettre votre casque ou pas. Je vais en remettre une couche. Donc soyez, s'il vous plaît, tolérants avec moi. Soyez tolérants parce que je vais en mettre une couche sur le théâtre, sur vous et sur un portrait. Parce que, une fois n'est pas coutume, j'ai un super acteur devant moi. Vous êtes pour moi un grand-duc de la scène, pour faire un jeu de mots. Et ça me ravit parce que je suis une grande amatrice de théâtre et que c'est vrai qu'on vous retrouve plutôt dans la case comédie que dans le registre tragique. Corneille, Racine, les histoires tristes, trop graves ou trop sérieuses ne sont pas forcément faites pour vous qui avez baigné dans le virus comique de Sacha Guitry et de Francis Joffo. Guitry, si on peut se le permettre, mais aussi des grands comme Jean Poiret ou des très grands comme Georges Feydeau sont les auteurs qui font de vous un comédien magistral. Vous aimez rire, vous aimez faire rire et le public ne s'y trompe pas. Il vous ovationne à chaque représentation. Et le théâtre, dites-vous, c'est l'amour immédiat, la sanction vient tout de suite. Et depuis quelques années, pour notre plaisir, on vous revoit beaucoup sur scène et quel bonheur. D'ailleurs, quand vous êtes sur un plateau de théâtre, vous l'avez dit, ça déménage, les autres acteurs n'ont qu'à bien se tenir. Il faut rivaliser avec une personnalité puissante, un talent hors norme. L'énergie, la démesure ablésienne, le panache d'Alexandre Dumas sont votre marque de fabrique. Et les programmateurs, le public surtout, le savent bien. Et puis, Jean-Pierre Castaldi, je pense que ce qui vous plaît sur scène aussi, c'est le travail de troupe, quelles que soient les origines des comédiens. Dans Les Beaux-Pères, votre dernier succès, qui a duré quand même 3 ans, vous interprétiez justement un père un peu macho de vieille école, mais qui évolue parce que son fils est homosexuel et qu'il est bien obligé de s'adapter dans des scènes où tout va très vite, comme dans la vie actuelle. Et puis, vous êtes non seulement un homme de théâtre de troupe, mais vous êtes un artiste fidèle, car nombreux sont les metteurs en scène qui vous ont distribué plusieurs fois. Francis Joffo, qui vous a dirigé dans 3 spectacles, Vacances de rêve, Face à face, L'amour foot. Mais c'est aussi le cas de Jacques Weber, vous en parliez tout à l'heure, qui vous a fait triompher dans Monte Cristo dans les années 80 et dans Spartacus avec pas moins de 50 artistes sur scène. Jean-Laurent Cochet, votre professeur, vous l'avez retrouvé en 2011 dans Tu m'as sauvé la vie, une délicieuse comédie de Sacha Guitry, l'histoire d'un baron misanthrope qui se prend d'amitié pour un clochard et qui fait de lui son héritier. On sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté sur vous. D'ailleurs, toutes les pièces que vous avez jouées, Jean-Pierre Castaldi, tournent un petit peu autour de la famille et du couple. Les beaux-pères, quelle famille, et aujourd'hui les grands-ducs. Vous semblez avoir trouvé un rôle de grand-père à votre mesure. Et en fait, Jean-Pierre Castaldi, c'est le théâtre qui vous anime, c'est la fureur, c'est la passion enfantine, c'est celle de l'instant présent, c'est le fait que chaque soir soit différent et que vous ne supportiez pas, je pense, mais pas du tout, que l'on s'ennuie au théâtre. Mais quand vous êtes sur scène, on ne s'ennuie jamais, notamment dans Les Grands-Ducs au Théâtre de Passy, comme Cyrielle l'a dit, comme vous campez un acteur en mal d'argent. À ce prix-là, un grand comédien doit pouvoir tout jouer. Alors, cher Jean-Pierre Castaldi, permettez-moi de vous donner un petit conseil. Ne vous arrêtez jamais. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Allez, tout de suite, c'est le billet du jour avec Anouchka Monceau. Le billet du jour. Vous avez cité mon bâton de maréchal, c'est d'avoir joué avec Jean-Laurent Cochet, mon prof, qui me détestait quand je suis rentré dans son cours, il me détestait. Et on a fini le 31 décembre à l'Opéra de Vichy, 1200 places. C'est ça, l'avant-dernière pièce qu'il a jouée. Donc mon prof, la salle debout, j'ai vu pleurer Jean-Laurent Cochet. Ça, c'est la consécration, quelque part. Allez, on va passer à la note d'humour, si vous le voulez bien, Jean-Pierre Castaldi, parce que je n'ai pas du tout envie de voir vos larmes dans cette émission. Bonjour Anouchka. Bonjour Cyrielle Sarah-Cohen, bonjour Jean-Pierre Castaldi. C'est un honneur d'être devant un grand acteur de théâtre, de cinéma, de télévision et animateur. En plus, vous avez l'âge de mon père, alors je vais tenter de ne pas faire un complexe d'Oedipe. Surtout que vous êtes très bien conservé. Ne pleurez pas.
vous lui donnez l'adresse de votre chirurgien tout de suite après. Non, il n'y a rien de refait. Il n'y a rien de refait, tout est naturel. Bien sûr, mais c'est mon sketch. Alors oui, j'ai 28 ans, mais j'ai un papa de 80 ans. Il aurait quand même pu faire un effort et se trouver une petite jeune. Mais non, il a fallu qu'il se marie avec une ashkénaze de 75 ans. La double peine. Jean-Pierre Castaldi, je ne sais pas quel lien vous avez avec votre fils, Benjamin, mais avec mon père, on s'est toujours tout partagé. Bébé déjà, on se partageait les couches, les petits pots, le sein de ma mère. Et je me souviens, quand mes parents allaient me chercher à l'école, les autres enfants pensaient que c'était mes grands-parents. Mais moi, je sais que c'était pas mes grands-parents. Parce que les grands-parents, ça te file des bonbons et de la thune, alors que eux, tout ce qu'ils m'ont filé, c'est des traumatismes. Ouais, je me souviens, à 10 ans, j'étais sur l'ordinateur de la famille, et là, je suis tombée sur le testament de mon père. Alors moi, à la base, j'étais juste venue effacer mon historique YouTube. Comment embrasser avec la langue, hein. Rassurez-vous, Jean-Pierre Castaldi, maintenant, je sais embrasser avec la langue, mais quand je l'ai fait, je pense à mon père. Alors normalement, quand on a 10 ans, les seules peurs dans la vie qu'on puisse avoir, c'est de ne pas être invité à la boum de Jason ou de s'appeler Jason. Moi, ma peur à moi, c'était qu'au dîner de famille, mon père rigole un peu trop fort et nous fasse un AVC. La nuit, quand je rentrais dans leur chambre, c'était pas parce que j'étais malade, mais pour voir si mon père respirait encore. Il y a des enfants, ils ont besoin de leur doudou pour s'endormir. Moi, j'écoutais mon père ronfler. C'était à la fois pour me rassurer et savoir que quand est-ce que j'allais toucher l'héritage. Bon, vous l'avez compris, je suis la petite dernière de la famille. Hein. Je suis arrivée 18 ans après mes frères et sœurs. Je suis tellement en retard, je suis un Ouigo. Voilà. Alors, si mes parents avaient été séfarades, ils auraient dit que je suis un miracle, mais comme ils sont ashkénazes, je suis un accident. Pourtant, au début, le médecin leur a dit que j'étais un cadeau de Dieu. Ouais. Alors, je sais pas quel genre de cadeau Dieu offre en général, mais niveau cadeau, mes parents, ils ont pas été gâtés. Ouais. Ils s'attendaient à un iPhone 15, ils ont eu un Nokia 3310. Dans le milieu, on m'appelle Gaston Lagafstein. Ouais. On m'a fait tous les tests, HPI, TDAH, verdict, je suis juste complètement teubée. Voilà. Tiens, rien qu'avant d'arriver à la radio, je prends le métro, je sens qu'il y a un truc qui me gratte dans le dos, je me dis, c'est mon sac ? C'était mon cintre. Je suis partie avec mon manteau et mon cintre accroché à mon manteau. Voilà. Et le pire, c'est que je m'en suis aperçue qu'en arrivant à la radio. Voilà, c'est pour ça que je vais devoir bientôt vous quitter. J'ai très mal au dos. Voilà, donc Cyrielle Sarah Cohen, pour terminer, si je peux faire ma pub pour les auditeurs qui nous écoutent, vous pouvez me retrouver tous les soirs dans les comédie clubs et sur Important des Galeries Lafayette. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anouchka Manso pour cette jolie chronique, très bien écrite. Oui, très bien écrite, mais mon fils, je l'ai eu à 24 ans. Ah oui. Il est moins traumatisé. Donc, je l'ai sûrement plus traumatisé. Parce qu'en vieillissant, on devient gentil. À 30 ans, j'étais à cheval sur beaucoup de choses. Et puis, il y a un truc que vous avez en commun avec votre sketch, c'est que mes deux derniers enfants, Giovanni et Paola, parce que j'ai une fille de 27 ans et un autre fils de 34 ans qui ont 20 ans d'écart avec Benjamin, eux aussi, ils étaient rassurés quand je ronflais parce qu'ils savaient que j'étais à la maison. Allez, tout de suite, c'est le portrait. Le portrait psychologique. Radio J. Allez, on va faire ce débrief avec vous, Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour. C'est vous. Alors, Jean-Pierre Castaldi, bonjour. Bonjour. C'est toujours impressionnant quand même de vous voir parce que vous êtes une grande gueule du cinéma français, j'ai envie de dire ça comme ça. D'ailleurs, ça se conforte parce que vous êtes grand en fait, même assis, ça se voit. Je fais 1m80, aujourd'hui c'est plus normal. Je sais pas, mais quand on vous voit, vous avez de la gueule en tout cas, on va dire ça comme ça. Et je trouve que d'abord on a quelque chose en commun parce que moi je suis née à Grenoble. Alors vous voyez, ça s'invente pas, on était fait pour se rencontrer. Bon, vous êtes resté que 2 ans, moi je suis restée un peu plus longtemps. Mais comme mes parents venaient d'Algérie et que vous êtes partis en Algérie, je me dis qu'il y a quand même quelque chose. Ah bah oui. On était vraiment... Donc il y a quelque chose dans le mouvement entre la France et l'Algérie. J'ai compris que les voyages ont formé votre petite enfance. Oui. Plus que la jeunesse. Et que, alors vous avez dit quelque chose de très mignon, vous avez dit si je suis traumatisée, je le sais pas. C'était tellement sympa. Parce que c'est vrai que vous avez pas l'air traumatisé. Après, c'est vrai que l'histoire que vous racontez, elle n'est pas quand même simple. Parce que vous avez dit que quand vous êtes rentré à Paris à l'âge de 13 ans, vous avez fait une classe différente, dans chaque collège différent, jusqu'au bac. Ça fait quand même pas mal. Oui, mais c'est un peu...
Bon, ben c'est comme ça, voilà. Ah bah oui. Ah voilà, ça y est, je vois. Je vois. C'est comme ça que vous arrivez à vous en sortir de cette affaire. C'est que vous marchez, vous tracez et vous vous dites bon, ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a quand même plein de choses tellement passionnantes qu'on a envie de vous poser plein de questions, mais vous avez dit non, je veux pas me trop poser une question, mais c'est vrai qu'on a envie de savoir au moins le nom de votre père qui n'a pas eu et qui voulait avoir. Vous le connaissez au moins ou pas? Le nom de mon père. Zagamé, je pense que c'était le nom de famille. C'est pas le nom qu'il voulait avoir, c'est le nom de son vrai père. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas déclarer un enfant à l'époque. Oui. Donc il a pris le nom de sa mère, Castaldi. Voilà. Mais il adorait son père parce que c'est un mec magnifique, paraît-il, etc. Et moi j'ai encore sa règle à calcul parce qu'il est major de promotion. Il a été obligé de rayer son nom, Zagamé, et de rajouter Castaldi. Et mon père ne s'en est jamais remis. Ah bah oui, je comprends, ça y a de quoi. Et c'est lui qui avait une origine grecque, juif, vous avez dit? C'est son père, oui, probablement. D'accord. Voilà. Et voilà, ici, il suffit d'arriver ici pour se trouver des origines juives. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Non, mais Benjamin est très sensible à ça parce que sa grand-mère, Simone Signoret, revendiquait, bien qu'elle ne le soit pas, puisque c'était son père qui était. Bah oui, quand même un peu. Son père, c'est pas rien. Vous savez très bien que ça passe normalement par la femme. Oh, mais c'était, vous savez, jusqu'à il y a 2000 ans, ça passait par le père ou par la mère. Exactement. Alors, on n'est pas à ça près. Hein. En conclusion, je dis voilà. comme cela. En fait. Bon, on n'a pas assez de temps parce que en ce qui vous concerne, on pourrait passer des heures. Je pense que les 3 adjectifs que vous avez dit au début, il y a transmission, c'est vraiment la chose qui vous caractérise le plus parce que vous nous avez fait donner un cours de théâtre, de comédie là pendant toute cette émission. Ouais. C'était passionnant et vous n'êtes pas avare du tout de ce que vous savez. Vous avez envie de le transmettre, ça se sent. Vous avez même dit que jouer la comédie, ça n'est pas lire un texte, c'est transmettre. Donc vraiment, je pense que c'est ce qui vous caractérise. On pourrait vous mettre dans les grands. Je ne sais pas si vous donnez des cours de théâtre, mais il faut le faire. J'ai pas la patience. Il faut le faire absolument. Mais comment ça? Mais vous avez fait. C'est passionnant de vous écouter. En attendant, on va voir les Grands Ducs. Les Grands Ducs, adaptés du film culte de Patrice Lecomte par Annabelle Milot, mise en scène Jean-Luc Moreau au Théâtre de Passy. Merci beaucoup Jean-Pierre Castaldi. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Rendez-vous évidemment demain dès 15h sur l'antenne de Radio J. À demain.